Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va changer le format, il y aura moins d'idées roses et pas mal de discussions. Donc l'idée c'est d'aborder pas mal de points qui sont notamment la mise à jour du vide et plus particulièrement du vortex, euh, l'analyse des packs et de ce qui vont sortir pour ce qu'ils appellent l'anniversaire du joueur. Euh, une autre question épineuse aussi va être est-ce que on arrive à se séparer d'Ithaca en maintenant le niveau de jeu dans l'espace brisé et l'arche, et après les tier lists que vous avez réclamés et que j'ai actualisé en fonction de ce que j'ai vu et de ce que j'anticipe sur le méta. Donc voilà l'annonce qu'ils ont faite il y a quelques jours, qui a été relayée pas mal de fois sur tous les supports et tous les réseaux. Donc l'idée, avec ce qu'ils ont annoncé à l'anniversaire, c'est d'augmenter les ressources accumulées par les joueurs. Voilà, c'est vraiment ça qui a motivé ces changements-là. Donc ce qu'ils ont fait d'abord, c'est ils ajoutent 20 niveaux de corruption dans le Rimgate. Euh, alors, il y a deux sources, j'attends de voir ce qui va être dit. On s'orienterait en fait sur la réduction globale du nombre de niveaux. Donc on n'aurait plus 100 niveaux de corruption, on en aurait maintenant 32. Voilà. Donc il faut voir si on a 120 ou 32 niveaux. L'idée c'est que ça sera plus facile. Donc dans tous les cas, on devrait accumuler davantage de ressources. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir de cette mise à jour-là sur le Rimgate. Ensuite sur le Vortex, tout d'abord, ils ajoutent une nouvelle, une nouvelle zone qui va s'appeler Vanquisher en anglais. Donc on va voir comment ils veulent la traduire en français. Euh, Et donc l'idée, c'est pareil, baisser la difficulté pour que les joueurs puissent farmer davantage les ressources. Voilà. Pour faire ça, ils ont aussi mis à jour la mécanique de Magic Stone Sword. Donc l'idée, c'est qu'on ne pourra plus de cheese. Voilà. Donc ça, c'est embêtant, surtout si on a beaucoup d'artefacts de ce type-là, sauf que on pourra les remplacer gratuitement et sans limite. J'ai fait un tour sur le serveur TapTap, j'ai vu qu'il n'y avait pas de limite. Donc voilà, l'idée c'est ces artefacts-là ne sont pas perdus. Il faut juste anticiper ce dont on a besoin pour pas se retrouver le bec dans l'eau avec un artefact qu'on n'arriverait pas à utiliser, même si il a l'air d'avoir quand même beaucoup de potentiel. Et après, ils ont aussi annoncé une nouvelle arène en 6v6. Alors après, il faudra voir ce qu'il y a dedans et si c'est intéressant de jouer. Mais c'est le retour d'une arène. Voilà. Ça pourra toujours remplacer euh, le CCL qu'ils ont enlevé. Donc la mise à jour de l'épée magique. Donc avant, on, par coup, on perdait un cap de max HP qui était donc 45, 35, 25 des HP max du héros. Là maintenant ils ont changé ça. Ils ont. Alors ça c'est le draft qui est sur le serveur TapTap. Donc l'idée c'est maintenant on perd. Alors si on perd moins de 20% de HP, c'est-à-dire quand on prend un coup qui équivaut à 20% de notre vie, on perd quand même ça. Voilà. Si on prend entre 20 et 120% de dégâts sur la vie, on ne perd que 20%. Et si on prend plus de 120% de HP, hop, ça enlève 100% de la vie. Donc l'idée, alors c'est un peu bizarre à comprendre, mais l'idée c'est qu'en fait, le héros a quand même un énorme shield qui correspond à sa vie. Donc l'idée euh, c'est un tout petit peu meilleur dans le sens où on peut prendre techniquement jusqu'à 5 coups avant de mourir. Là où avant, en 4, on pouvait décéder avec l'ancien mécanisme. Donc là,
ça va inciter à build des héros qui ont énormément d'HP. Et c'est pour ça aussi que ça change toute la mécanique derrière, toute la strat sur les Protoss et les Enable. Et donc ça va être intéressant à tester. Donc là, la question qui va revenir souvent, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que je fais de mes MSS? Est-ce que je les change en crown? Est-ce que j'utilise autre chose? Voilà. Là, on va avoir quand même un laps de temps pour tester, donc il faudra se donner rendez-vous mercredi, tester MSS, voir ce qui se dit. Là, sur le papier, ce premier draft a l'air sympathique, et dans l'idée, c'est un artefact qui devient meilleur que Crown une fois qu'on a passé les 5 tours et que la couronne a perdu son, son Holy Damage Reduce de 50% de la ronde 1 et qui diminue de 10% par tour. Voilà. Donc ça va être intéressant, ça peut changer des choses, surtout avec les héros qui vont arriver dans les semaines à venir. Donc la mise à jour du Vortex pour réduire la difficulté, elle se base sur deux variables qui sont le, le taux d'HP des adversaires et leur attaque. Donc globalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diminué les deux stats, mais ils ont également augmenté le ratio HP-attaque. Ça veut dire que euh, avant, euh, Tix était efficace. Maintenant, il ne l'est plus. Par exemple, avant, Tix pouvait monter à plus de 5 millions d'attaques. Là, ça sera plus le cas. Donc, sa faculté de voler 25% d'attaque sur quelques rounds, euh, ben, ça sert plus à rien en fait. Donc clairement, Tix pour le Vortex, il a été nerf. Mais en fouillant un peu les quelques discussions, on peut tomber sur ça. Donc là, l'image a perdu pas mal en qualité. Voilà, c'est quelqu'un qui discutait de la nouvelle mise à jour et qui explique que globalement, il a réussi à finir la zone euh, des Fire 1 avec ça. Alors, ça reste sur le serveur TapTap, donc potentiellement il y aura d'autres ajustements qui peuvent toujours être faits. Mais c'est assez encourageant parce que avant, on voyait que bah, justement pour faire un clear, enfin pour aller jusqu'à Defire 6, ça coûtait énormément de gemmes, et il fallait beaucoup de matos, bah, il y a qu'à voir les anciennes vidéos que j'ai faites sur ça. euh, C'était assez costaud. Là, globalement, ce qui se dit, c'est que on a besoin d'avoir donc 2 V4, un V3 et un V1 pour finir Defire. Alors qu'avant, il fallait 3 V4 et un V3 pour arriver dans la zone des Fire 6. Donc là, clairement, les prérequis ont énormément baissé. Alors oui, la 3 héros transcendés, il y aura d'autres alternatives qui vont sortir. Il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Il faut juste regarder comment les stats ont évolué. Il y aura du data mining qui va certainement être fait. Le fichier de reroll de Jimmy B va être certainement mis à jour. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. C'est que le début. Mais voilà, c'est très encourageant pour dire les joueurs vont pouvoir augmenter en fait leur niveau et augmenter leurs ressources en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et donc là, au final, on s'aperçoit qu'il y a une compo assez classique de ce qu'on pourrait attendre sur un mode comme ça. C'est-à-dire que il va avoir Scarlet Queen qui du coup est seulement E5, donc avec un passif qui va donner plus 15% de dégâts. Il y a Jara V4 pour a priori faire pas mal de contrôle. Le main damage dealer, ça va être SFX avec, donc pour le coup, pas Splendid AMB, mais un Splendid Punisher, d'où les deux Rogan pour augmenter le taux de crit et l'attaque.
et un Drake bah, pour dire voilà, si je te touche, tu meurs. Et on va passer à la suite, héros par héros. On va faire le ménage comme ça. Donc voilà, on est sur une compo qui est vachement plus lente, mais qui a l'avantage de coûter vachement moins cher en termes de shard. Et je pense que ça sera faisable, peut-être même sans la Jara, avec un autre héros, style éventuellement Olivia ou peut-être que même Olivia pourrait remplacer Scarlet Queen. Donc voilà, là il faut pas pleurer, c'est Tix. Tix a bien servi, il a permis de faire le donjon d'Aspen, la tour. Maintenant il faudra passer à autre chose et voir ce qu'on arrive à tirer et à sortir des nouvelles compos pour faire la zone des Fire et voir comment ça se passera dans la nouvelle zone Vanquisher. Maintenant on attaque la deuxième partie de la vidéo après les bonnes et relativement mauvaises nouvelles du Vortex et du nerf de Tix, qui sont les packs de la semaine. Donc on a deux bons deals, euh, voilà, avec un premier à une vingtaine d'euros qui nous propose 60 plumes, 10 orbes, c'est ultra anecdotique pour ce prix-là, et 5000 gemmes, sachant que les gemmes coûtent à la base, une fois qu'on a tout vidé, voilà, ça coûte un bras dès que tout ça a été vidé. Donc un bon refill en gemme ici, et là on a un très bon deal, assez cher certes, mais qui reste intéressant parce que les 20 corps coûtent globalement 100 $, la pupette coûte 100 $ aussi. Donc là en fait de base on nous propose d'acheter ces objets ensemble avec 2 tiers de remise. Voilà. Donc affaire à saisir si vous en avez les moyens. L'autre mise à jour qui arrive concerne l'anniversaire des joueurs. Donc en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre en place un B-Day où chacun aurait a la possibilité en fait de saisir sa date d'anniversaire. Donc juste le jour et le mois, il n'y aura pas l'année dedans. Euh, et de base, on obtient un avatar, donc c'est Héloïse avec un style un peu manga, des gemmes et des plumes, basé ça sur le niveau VIP. Donc de base, tout le monde a quelque chose, et plus on avance, plus on est récompensé. Donc là, j'ai réussi à trouver donc le. Donc avec ça, il y a la récompense gratuite et on peut acheter un pack. Forcément. C'est d'ailleurs pour ça que certains disent qu'il faut attendre un event VIP pour le faire. Après, si vous dépensez régulièrement et que les events VIP ne sont pas un problème, vous pouvez le faire, mettre l'anniversaire le jour de la sortie. Donc ça, la capture est dégueulasse. C'est même pas une capture, c'est une photo de mon téléphone quand j'étais sur TapTap. Donc là, quand on est VIP 0, euh, donc ça doit correspondre à 1 ou 2 euros, je crois. Voilà. On peut acheter 15 scrolls et 500 gemmes. Bon, c'est pas ouf, hein. Ensuite, on a le VIP 1 à 4. Donc là, qui commence à être un peu plus intéressant. J'ai pas le VIP 5 à 8. Là, j'ai le VIP 8-10 où pour 70 $, on a 10 corps, 200 scrolls et 10 000 gemmes. Ça commence à être beaucoup. Et après, on a le VIP 11 à 13 où pour 100 $, on a un puppet, 20 corps et 10 000 gemmes. En gros, c'est le même que cette semaine, c'est-à-dire il divise la valeur par 3. Donc à chaque fois, on est limité à 1, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. À chaque fois, on a euh, un seul package qu'on peut acheter, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, sachez que si vous déclarez votre anniversaire dans le jeu, alors là on le voit assez mal, mais en gros, si j'arrive pas à zoomer, si ça y est, voilà, c'est-à-dire qu'on a 8 heures et quelques en fait pour aller chercher. euh, je la vois. On a 8 heures, enfin on a un peu moins de 9 heures pour se décider
à acquérir ou non ce pack et pour réclamer les récompenses. Donc si vous le faites, faites-le dans la foulée parce que sinon vous allez vous retrouver lésé et vous passez à côté de quelques récompenses gratuites. Et donc maintenant on va aborder la question Ithaca toujours utile ou pas. Donc l'utilité première d'Ithaca, c'est faire des gros dégâts dans l'altar. Donc faire des gros dégâts dans l'altar, c'est hyper rigolo. On tient 15 tours, on a nos délaciums, on est content. Ça nous monopolise un E5 et des shards. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne le droit de dépenser 300 gemmes tous les 5 jours. Et à côté de ça, si on a la chance de finir premier, ça nous donne 1500 pièces de guilde au lieu de 6000. Bon, voilà. L'idée c'est ça, c'est en gros tous les 5 jours on paye 300 gemmes, on a 1500 pièces de guilde en plus. Et ça nous permet de nous rapprocher de la fin du guild tech. Donc le guild tech, selon le serveur dans lequel vous avez commencé, vous êtes plus ou moins proche de le finir. Les premiers serveurs, ceux qui sont 1 à 3, il y a des personnes qui ont déjà fini leur guild tech. Donc eux, ils sont tranquilles. Après, avec le guild settlement, on a beaucoup plus de rewards maintenant sur les pièces de guild. Donc globalement, moi j'ai calculé, je dois être à 11 mois de le finir. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se poser la question. Il y a un simulateur en ligne pour retrouver, pour estimer combien de temps, enfin combien de pièces il vous manque sur le Guild Tech. Donc voilà, ça se présente comme ça. On a plusieurs onglets qui nous permettent de remplir toutes les factions. Et donc l'idée c'est d'arriver à la fin avec le montant qui nous reste dans les factions. Et donc d'arriver à estimer le temps qui va nous rester pour finir notre tech. Donc voilà, donc déjà cette partie-là, avoir un héros pour gagner 1500 pièces, enfin jusqu'à 1500 pièces tous les 5 jours et payer 300 gemmes, ça fait de la ressource, alors que potentiellement c'est quelque chose qu'on va gagner sur la durée. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc ensuite, l'autre utilité d'Ithaca, c'est de pouvoir aller péter le boss dans l'arche et donc ramener des points. Donc là, on est sur une nouvelle exploration. J'ai plus de boss et je suis sur les secteurs, sur le secteur 2, je crois. Donc voilà, donc le boss, il se fait one shot avec une équipe PVP, donc là, c'est pas intéressant. Le dernier point qui reste, c'est l'espace brisé sur lequel on peut dire, tiens, et si je le faisais en 7 tickets? Donc déjà, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de mise à jour de l'espace brisé. Donc ils sont concentrés davantage sur le Void. Après, ça pourrait venir. Là, ils ont annoncé la tour qui arrive certainement au week-end prochain. Land. Ils n'ont pas parlé du Broken Space. Donc, voilà. Donc l'utilité de le finir en 7 tickets, chacun voit midi à sa porte. C'est bien, c'est prestigieux, c'est un auto-défi. Maintenant, il faut savoir qu'on se fait à peu près 150 jetons par mois si on rate aucun loot dans la campagne. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un héros qui est capable, enfin, qui est capable seulement de faire de l'espace brisé et de l'arche et qui sera nul en PvP. Donc voilà, la question se pose. J'ai testé l'arche sans Ithaca, du coup j'ai pu la swap parce que c'était concluant. Donc voilà, maintenant l'équipe que j'avais alignée pour l'arche ressemblait, enfin, et surtout celle-ci, c'est-à-dire que je joue mes 3 Rogan SFX, donc soit avec une canne d'andouillé, soit avec un Splendid Punisher, et des supports. Et globalement, c'est SFX qui va faire tous les dégâts. Donc oui, ça va mettre beaucoup plus de temps que pour
enfin beaucoup plus de temps et de tickets que si on avait juste la Del Army classique. Quoique, enfin voilà, l'idée c'est de dire attention, potentiellement on va avoir davantage de, enfin comment dire, on peut plus réaliser ces défis-là. Maintenant, est-ce que on a vraiment envie de le faire? Bon, voilà, ça c'est chacun fera comme il a envie. Donc là, je vais voir ce que donne l'espace brisé avec ça. J'ai démarré à 392 tickets. SFX et V4 avec un Splendid Punisher. Elle est orientée full crit. Donc voilà, je pense qu'à partir des grous, ça fera plus de dégâts. C'est-à-dire que là, je pense que normalement, celui-là, je dois pouvoir le passer en 1. Et après, je vais peut-être mettre une trentaine de tickets avec cette compo-là. Donc oui, j'ai pas Earthwatcher, là c'est la compo que j'utilise dans l'Arche. Donc pour voir ce qu'elle est capable de faire directement en Broken Space. Earthwatcher, je l'ai food, je l'avais en 10 étoiles, je l'ai sorti. Donc là, l'idée c'est on regarde ce que si cette team peut nous carry. Donc là déjà, gros, c'est un gros sac à PV, il prend plus de dégâts. Ah si, ça passe. Donc ça c'est cool. Là ça passera pas, il y a beaucoup trop de contrôle à mon avis. On va voir ce que ça dit. L'avantage des SFX, c'est que comme elle a un dodge, elle est sensible qu'à un seul perso à la fois. Et s'il y en a plus... Oh là ça fait... Tac. Non. On a fait 40 milliards. Ouais, c'est pas... Ah, presque. Ouais, donc peut-être qu'avec quelques enables en plus, ça pouvait passer. Tant pis. Hop. Là, sur cette team-là, ça risque d'être compliqué, on va voir. Après, alors, en termes d'enable, j'ai rien optimisé. Là, c'est la compo PVP. Enfin, c'est les héros que je joue partout. Donc, voilà. Il se peut qu'il y ait mieux à faire. Ouais, bon, sur celui-là, le passer en une fois, s'ils sont pas tous V4, je vois pas comment je peux. Après, voilà, il n'y a pas d'énergie feed, il n'y a rien non plus. Hop, tac. Et donc, sur ce dernier niveau qui a donné tant de mal aux nouveaux joueurs, on va voir ce que ça donne. Là, on va juste voir les dégâts que SFX est capable de mettre avec son actif. Bon, elle a mis une patate à 440 millions, donc elle a dû faire un tout dans les 700-800 millions. C'est pas dégueulasse. Après, ce qui va faire qu'on mettra beaucoup plus de temps, c'est que comme il n'y a aucune dot qui est répliquée, forcément, les héros vont survivre beaucoup plus longtemps. Donc on peut s'attendre à finir ce niveau-là en 7-8 tickets. Ça paraît pas déconnant. Alors, on va juste voir combien on a fait. Bon, on a dû faire 25% des dégâts. Ouais, donc là il doit être à 75. Ok. On va tester Dragon sur le prochain coup pour voir. Peut-être que SFX aura davantage de crit damage. Tac. 29. Donc là, Aspen a dû mourir.
Il doit rester que Ada. Faut voir si elle arrive à marquer SFX ou pas. Non, non, Aspen a tenu un petit peu. Et donc là aussi, on tire le gros avantage de la marque de Drake, c'est-à-dire que, alors, dans un setup idéal, Drake sera le premier à taper et à faire son actif. Il va poser sa Black Hole Mark, et après, tout le monde va envoyer l'enfer sur le héros. Donc ça peut être optimisé pour gagner quelques tickets éventuellement. Après, on verra si c'est intéressant d'aller chercher plus loin. Là, si le Broken Space se fait en moins de 20 tickets, il n'y a pas de raison d'aller chercher, enfin, de vouloir optimiser à mort, si ce n'est pour le défi et dire je l'ai fait sans la Del Army. Ouais, SFX constante a fait plus de 400 millions sur son, euh, son attaque max avec l'actif. Donc ça fait des patates à 800 millions, ce qui est vraiment pas dégueu. Après, là, ce dont il faut se méfier, c'est que Ada, elle arrive à punir tout le monde, je pense, avec sa marque de la justice. Donc il faut pas que les héros aient énormément d'attaques, sinon ils peuvent finir par se tuer en fait. Donc là, on n'est pas dégueu. Tac, 24. Peut-être le dernier, est-ce qu'on arrive à le faire en 13 tickets? Oui, ok. Donc là, voilà. Donc la compo coûte relativement cher, on va dire. Avec les trois Rogan, Drake. Bon, normalement, si vous jouez de l'armée, vous avez déjà un Rogan, un Drake. Euh, Scarlet Queen, c'est à peu près le premier perso que tout le monde se fait. Après, voilà. Le choix est assez dur de savoir si on part sur SFX ou pas. Et ce qui manque aussi, c'est les deux Rogan. Donc voilà, ça c'est ma compo pour l'Arche et le Broken Space. Donc là, on l'a fait en 13 tickets. Ça reste honorable, on va pas chercher le défi de le finir en 7. Après, on pourrait, si on bouge toutes les imprints et qu'on essaye d'optimiser ça. Voilà, là, c'était pas le but, c'est montrer que cette compo-là peut aussi faire le taf dans le Broken Space, que du coup, on n'a plus besoin de maintenir une Ithaca et un Earthwatcher, parce que l'utilité de ces deux héros, c'est seulement ces deux modes-là, et enfin, l'altar pour gagner grappiller des pièces de guild. Si vous avez fini votre guild tech, vous n'êtes plus à ça, enfin c'est plus important pour vous. Si vous n'avez pas de SFX, Ithaca reste la meilleure alternative, évidemment, pour le reste. Mais dès que vous avez SFX et suffisamment de fragments stellaires, Ithaca et Earthwatcher sont des personnages dont vous pouvez commencer à vous passer. Donc voilà, maintenant on va attaquer la dernière partie de cette vidéo qui est les différentes tier lists. Donc par rapport à celle de fin mai, on se retrouve avec des nouveautés qui sont Andrea et Waldeck. Donc ces deux héros ont la particularité de rendre les teams sustain vraiment très solides. Donc pour s'en rendre compte, il y a juste à regarder les dernières vidéos de Groovy et de Jesus is Air. Donc ça, je vais vous mettre aussi les liens dans les liens dans la description. Ça vous permettra de comprendre davantage ce qui se passe. Donc en fait, avec le farm qu'on a eu dans l'arche, plus certaines personnes qui ont eu pas mal de bol dans les œufs et tout ça, on arrive à avoir plusieurs protoss et l'impact de ces protoss, selon ce qu'on va choisir, commence à se faire sentir. Et donc, on peut bénéficier de certaines stats supplémentaires qui commencent à être vraiment débiles. Notamment, par exemple, tout ce qui est heal effect si on décide de jouer prêtre. Donc voilà, avec ça, on se dit, on a une base pour commencer à contrer le méta qui était quelque chose de très burst, où on allait chercher des gros dégâts très tôt dans la partie. Là, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est, on dit, on s'en fout, on est intuable et on va avoir énormément de heal. Voilà, c'est ça qui
qui a motivé cette tier list là. Donc les 4 héros transcendés sont toujours au-dessus de la mêlée. Ils ont un toolkit en fait qui est juste phénoménal. Donc oui, ils ne sont pas dans toutes les équipes. Tout le monde ne joue pas 4 héros transcendés. On peut très bien n'en jouer aucun. Maintenant, si on les a, ça reste un avantage. Donc Andrea, lui, son gros point fort, c'est que dès qu'il y a eu un mort et qu'il va faire une ulti, il est capable, normalement, de remettre toute l'équipe full HP. Donc là, on se dit, tiens, c'est vraiment n'importe quoi si on joue des héros qui meurent vite. Par exemple, Kari ou Waldeck. Waldeck est un héros et à effet qui se coule dans les teams sustain. Alors, pour les teams, seulement 6 contre 6. C'est-à-dire, en fait, il va être fort quand on est en arène. Il ne va pas être solide quand on a besoin de réutiliser la même équipe, par exemple, en IDA, où une équipe a besoin de rester en vie longtemps sur plusieurs combats, d'aller tous les gagner. Waldeck, lui, il a besoin de mourir pour être efficace. C'est ça la grosse différence, c'est que son effet est très intéressant, mais il a besoin de décéder en fait. Ada revient sur le devant de la scène parce que les teams sustain, ça la connaît, et que du coup, elle est à la fois jouée dans sustain et qu'elle permet de contrer une équipe miroir, donc ça c'est très fort. Kari a toujours été là, et Héloïse, maintenant que tout le monde a pleine couronne, devient le tank par défaut et commence à proposer d'énormes dégâts. Sherlock a un peu reculé, ça c'est la faute de Gloria. Gloria propose énormément de contres à un Sherlock V3 ou plus, c'est-à-dire que sa bulle en fait est capable juste d'annihiler les cartes. En fait, elle va manger toutes les cartes de Sherlock, ce qui le rend moins efficace. Après, dès que Gloria n'est pas en face, Sherlock reste un héros très solide qui est capable de mettre très très bas en HP n'importe qui. Et donc ça c'est à pas négliger, surtout si derrière vous avez des gros finishers style SFX qui sont capables de mettre les dégâts létaux sur une seule cible qui a le moins de PV. Donc voilà. Après les héros qui reculent, Rogan, Fiona, Cruz se sont fait un peu voler la vedette en fait, juste parce que les équipes qui tiennent la distance ne les jouent pas et se moquent en fait de jouer contre. Et enfin, un dernier truc important, c'est que Cruz, lui, n'ayant pas d'imprint, son, son stun en fait n'est pas game breaker contre les équipes qui vont chercher en fait à faire durer le combat. Les mecs s'en foutent en fait. Ce qu'ils veulent faire, c'est ils mettent des dots en passif et ils essayent de survivre le plus longtemps et c'est les dots qui finiront par tuer. Donc voilà, ça c'est la vision du PVP telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire on a beaucoup de team sustain qui vont voir le jour. Il faudra voir l'impact a priori du prêtre forêt qui va sortir, donc soit Vesa, soit Rosa. On aura certainement davantage de heal, beaucoup plus comment ça s'appelle, de maintien, donc les combats vont durer davantage. Et le fait que les combats durent davantage, ça va impacter en fait les deux autres tier list qui sont les Protoss et les artefacts. Et on va voir ça de suite. Les Protoss, ce qui change, alors l'idée c'est, dans tous les cas, tant que vous n'avez pas les 12, vous montez ceux que vous avez et ceux qui correspondent le mieux à votre équipe. Là, ce qu'on dit, c'est que parmi ces chérubins-là, on a juste, enfin, si on les avait tous et qu'on avait suffisamment de matériel pour en monter plusieurs, voici le truc intéressant à faire. C'est-à-dire, ceux qui vont nous intéresser davantage sont les 3 Protoss sombres, c'est-à-dire le transcendé, le light et le dark, parce que ce sont ceux qui proposent un gros pool à la fois d'HP et d'attaque, avec des stats qui sont transverses, c'est-à-dire all-in damage, all-in damage cette fois-ci, et
skill damage. Donc le fait que lui fasse du all-in, lui du holy et lui du skill, en fait ça rend les héros beaucoup plus percutants, quoi qu'il arrive. Et l'assassin reste un des meilleurs Protoss également parce que plus on a grind l'équipe, plus on leur fera de dégâts en plus. Et donc ça n'a pas de prix. Ensuite, on peut se poser la question du mage et du ranger. Donc eux, ils ont plus un côté vraiment utilitaire, c'est-à-dire ils sont très très forts. Par contre, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de leurs stats là maintenant dans les équipes? Surtout si vous jouez une équipe sustain, vous n'avez pas besoin de ces deux-là. Après, le prêtre et le warrior sont très forts. Le prêtre, lui, a un heal effect. Le warrior, normalement, a un crit damage reduce. On va vérifier ça de suite. Hop. Tac. C'est ça, crit damage réduction pour le warrior. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous prenez moins de dégâts, enfin moins de dégâts critiques, vous avez plus d'HP et vous healez davantage, là en fait vous êtes les rois du pétrole dans n'importe quelle équipe qui cherche à faire durer le combat en fait. Parce qu'on sera incapable de venir vous mettre à terre et de venir buter vos persos. Après on se retrouve avec quatre autres, les quatre chaotiques. Alors Abyss du coup perd en intérêt vu qu'on peut plus cheese et que c'était le meilleur pour les cheese. Le forêt, voilà, pur HP, rien d'autre à dire. Et ensuite le forteresse et le shadow qui n'ont pas grand intérêt à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est pas ceux qu'on a envie d'avoir. 30% de bloc, c'est intéressant, et 30% d'armor break, c'est pas ce qu'on va vouloir jouer de suite. Donc voilà. À terme, dans tous les cas, l'objectif c'est de tous les avoir et de tous les monter au meilleur niveau. Voilà. Là, c'est juste une suggestion d'ordre par rapport au méta, alors PVP, sachant que eux s'appliquent également dans un méta PVE. Il faudra voir s'il n'y a pas des ajustements en fonction de certains modes de jeu, si les équipes PVP ou PVE classiques ont besoin d'un petit coup de pouce, que ce soit avec un Protoss ou un autre. Et là maintenant, on attaque les artefacts, parce que c'est une partie importante du PVP. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs héros du monde, on peut les avoir tous V4, si on leur met des artefacts en mousse, ils vont rien faire. Donc on va commencer par la fin, c'est-à-dire les 5 artefacts les moins importants à l'heure actuelle: la torche, la canne à sucre et la canne d'andouiller n'ont pas d'application PVP. Clairement, là, à l'heure actuelle, aucun rôle, enfin, aucune équipe n'en tire parti. Maintenant, le baiser du fantôme pourrait éventuellement revenir avec les équipes sustain, même si on verra comment on peut arriver à l'intégrer dans une telle équipe. Voilà, l'idée c'est que lui vient rajouter du heal en faisant des dégâts. Donc ça voudrait dire que il nous faudrait par exemple une Vesa transcendée crit qui pourrait bénéficier de énormément de auto-heal en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, ce qui se passe, c'est que AMB a perdu énormément en intérêt. Quand ils ont sorti SFX, c'était l'artefact de prédilection. Là, maintenant, il y a tellement de gros hitters dans la méta que AMB n'a plus vraiment d'intérêt. L'idée, en fait, c'est avant, on faisait durer le combat. Ensuite, on est venu à réduire la durée du combat drastiquement, c'est-à-dire que maintenant, on avait, on avait du 1 à 2 tours. Voilà, après, c'était terminé. Là, on cherche à rallonger la durée du combat. Deux artefacts qui sont en ballottage légèrement défavorable sont le sceptre de Rui et le cœur glacé.
Le sceptre, parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment d'intérêt à mettre des contrôles. Les équipes qui veulent mettre des contrôles, à la base, c'est pour tuer. Euh, Là maintenant, il y a énormément de choses qui viennent contrer ou purger. Fiona, Belrain, voilà. Ce sont des héros qui sont pas spécialement joués, mais qui peuvent venir empêcher ou nettoyer les contrôles. Et à partir de ce moment-là, on perd en efficacité. Et ensuite, le cœur gelé était très intéressant quand on avait un méta qui était pure énergie feed. Donc là, on cherchait vraiment à mettre une grosse disruption dans la vitesse. Maintenant, on s'en fout en fait. Là, clairement, venir réduire la vitesse d'un héros en face, enfin de 1 à 3 héros en face, là, ils vont dire ok, mais moi je ne cherche pas à t'attaquer en premier. Ce que je veux, c'est juste placer mes pions, faire ma forteresse, me rendre increvable, et après je vais venir te grind. Voilà, c'est ça qui se passe. MSS, avec la nouvelle mécanique qui va être mise en place, là, on n'a aucune certitude sur est-ce qu'elle va être bonne. Clairement, elle va être vouée à être un artefact très défensif sur les gros tanks. Est-ce qu'elle arrivera à faire mieux que Couronne et à se rendre pas indispensable, mais à venir s'intégrer dans un mix et à venir se substituer éventuellement à une Couronne sur un tank un peu plus gros qui va venir réduire tous les dégâts possibles sur le héros. Voilà, c'est ça qu'on va chercher. C'est la question en fait qu'on va se poser mercredi quand ils vont mettre en place cette mise à jour-là. Voilà. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Après, sans surprise, les 3 premiers artefacts, la couronne est de loin le premier, c'est-à-dire qu'elle permet de faire durer suffisamment le combat pour placer toutes les dots qu'il faut. Maintenant, les joueurs, ce qu'ils ont fait, c'est que avec le changement de Purify, on va clear soit un contrôle, soit une dot. Ils ont été traumatisés par Cruz avec Sceptre de Riz. Donc les gens, ce qu'ils veulent, c'est à tout prix enlever les stuns ou enlever les contrôles de Jara. Voilà. Donc une équipe qui joue Cruz et Jara, il y en a eu beaucoup. Et donc les gens se sont orientés vers le 4e Purify, c'est-à-dire j'enlève les contrôles. Maintenant, les équipes sustain, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent coller des dots. Leurs persos n'ont pas des grosses attaques, par contre, ils ont de très grosses dots. Typiquement, Waldeck qui propose 800% d'attaque en dot, SQH pareil, des trucs assez faramineux, et qui vont venir mettre de gros dégâts, mais sur la durée. Et donc ça, Couronne remplit ce rôle-là de dire, voilà, je viens faire durer le combat, je permets à mes héros de prendre moins de cartouches dans les 5 premiers tours, après je perds en efficacité, donc c'est aussi pour ça, il faut avoir la durée des combats pour savoir si MSS peut venir se substituer sur un héros qui aurait besoin de durer davantage que 5 tours. Et après, les 2 artefacts qui sont, on va dire, intemporels restent la clochette, parce que donner de l'énergie à ses compères, ça n'a aucun prix, c'est-à-dire que plus on va faire d'actifs, plus on va avoir d'effets impactants sur la game. Et ensuite, le Punisher qui maintenant revient parce qu'il est jouable sur davantage de héros. On s'est rendu compte, avec le recul, que cet artefact-là venait clore les games beaucoup plus vite que enfin, que une AMB par exemple. Donc voilà, c'est un peu l'ordre des artefacts. L'idée c'est que globalement, si on en voulait beaucoup pour les équipes, il faudrait 24 couronnes, il faudrait 16 clochettes, il faudrait entre 8 et 16 punishers, et après en dessous, au moins 4 de chaque. Donc voilà, ça veut dire que globalement, des artefacts, on en a toujours besoin, c'est assez versatile, ça dépend des héros qui sortent, mais là on s'oriente vers un ralentissement du méta, alors que l'année dernière par exemple, on tendait sur une grosse accélération. Donc voilà, maintenant ça tourne, les héros sont faits pour ça, sont faits pour ralentir.
Donc on va chercher des artefacts qui sont beaucoup plus défensifs. Et donc la question qu'on va se poser, c'est quel est l'impact de MSS quand elle va être swap sur les artefacts de nos choix. On va avoir des swaps sans limite, c'est-à-dire que là par exemple, moi dans mon cas j'en ai 9, je vais en garder 4 pour tester, et il y en a 5 où je vais pouvoir les changer. Donc typiquement je prendrai une deuxième couronne. Après je me poserai la question de dire ah ben, est-ce que la cinquième je veux une clochette ou une couronne, et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de dire à quel point cette, cette opportunité-là peut changer le méta. Donc là, ça n'aura pas d'impact sur cette finale d'IDEA. Ça arrivera après, une fois que les équipes auront été enregistrées. Par contre, pour la prochaine saison, ça veut dire qu'il va falloir drastiquement s'adapter, ou en tout cas prendre les bonnes décisions pour pouvoir être opérationnel à la fois dans l'IDEA et dans la future arène PVP, où on va avoir un gagnant prend tout en fait. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'écrire ou à les laisser en commentaire, puis j'y répondrai du mieux que je peux. Bonjour à tous.